toutes les semaines, je peux pas m'empêcher d'aller à ma geekerie du coin. Vous savez, c'est le genre d'endroit où on trouve des mangas, des figurines, des goodies, une geekerie quoi. Enfin, c'est moi qui appelle ça des geekeries, mais bon, geek maintenant, ça se met à toutes les sauces. On va aussi parler de magasins de BD, et aussi, et surtout, de magasins de culture populaire. Et c'est justement là où je veux poser mon gros doigt dessus. C'est quoi la culture populaire? N'importe quelle œuvre qui a du succès, et donc qui s'opposerait à quoi? La culture impopulaire, et ce serait quoi? La culture classique, la culture tout court. Est-ce que Balzac et Naruto sont essentiellement irréconciliables? Eh bien, je ne pense pas. Il y a une porosité entre toutes les strates de la culture, et pour ça j'ai fait un schéma. Sur ce schéma, on va opposer dans un premier temps la sagesse contre le divertissement. Pourquoi? Eh bien parce que la sagesse implique qu'une œuvre nous apporte un enseignement sur notre propre vie, sur la société, contrairement au divertissement qui a la même racine que diversion, qui nous fait voir autre chose, c'est-à-dire qu'on ne prend pas une œuvre pour ce qu'elle est, mais pour sa capacité à nous faire poser le cerveau. De l'autre côté, sur l'axe des abscisses, on va opposer la facilité, donc la capacité d'une œuvre à se faire apprécier ou à se faire comprendre, à la difficulté, c'est-à-dire au degré de culture préalable qu'il faut pour comprendre une œuvre. On va faire des exemples, ça va être plus concret. On va prendre Othello de Shakespeare, donc typiquement ce que l'on appelle la grande littérature, avec donc une sagesse, un enseignement, on va le mettre tout en haut. Je rappelle l'histoire, c'est un Maure qui vit dans la haute société vénitienne et qui est plus vénitien que les Vénitiens de souche. C'est même carrément un thème d'actualité avec l'immigration. Alors, c'est un texte qui est très riche, donc on devrait plutôt le mettre vers le difficile, mais grâce au système scolaire, on fait bénéficier cette sagesse au plus grand nombre, donc on facilite son accessibilité. C'est aussi à ça que sert la littérature à l'école. Donc voilà, ici. Dans un tout autre registre, Harry Potter. On va parler du livre, donc clairement grand public, c'est même le roman d'évasion dans un monde magique archétypal, donc plutôt vers la diversion. J'espère recevoir ma lettre de Poudlard pour échapper à ce monde. On connaît la chanson. Est-ce qu'il est facile? Oui, plutôt, mais il est quand même très riche de références, donc on va plutôt le mettre par là. Mais bon, il y a quand même pas mal de thèmes de l'enfance et du monde adulte qui sont abordés, donc on va plutôt le monter. Voilà, il y a quand même de la sagesse. Transformers, je parle des films de Michel Bay. Alors c'est facile de les placer, c'est littéralement de la pub pour des jouets qui se transforment. Wow, le gros Optimus Prime avec les yeux qui clignotent. Bon, c'est presque assumé, donc diversion, divertissement, c'est du spectaculaire, c'est des effets spéciaux magnifiques. Donc on fait appel à de l'instinct, il n'y a pas de difficulté à être sidéré, voilà, tout au fond. Et enfin on va prendre un autre type d'œuvre, la musique. Et je vais prendre Nirvana, et je ne le prends pas au hasard. Alors, Nirvana, l'album Nevermind, numéro 1 des ventes quand il est sorti en 91, facile et divertissant. Allez, avec un petit peu de sagesse, parce qu'il y a quand même du texte. Et Kurt Cobain, donc le leader du groupe, qui voulait faire de la musique alternative, eh bien s'est retrouvé un petit peu malgré lui grand public, ce qui était un petit peu embarrassant, c'est comme s'il avait trahi ses convictions, donc il avait sorti plus tard In Utero, album sorti en 93, mais ça échoua puisqu'il se retrouva quand même en tête des ventes du classement Billboard. Qui, selon Andrew Potter et Joseph Hills, dans leur livre Révolte consommée, excellent ouvrage sur la contre-culture que je vous recommande chaudement et qu'on va placer ici, voilà. Donc l'album In Utero qui était intentionnellement difficile et inaccessible pour semer son public. Donc parfois, même en voulant être là, on finit ici. Et c'est probablement, toujours selon Révolte consommée, l'une des hypothèses du suicide de Kurt Cobain. Donc voilà. Après, globalement, il y a même des courants entiers que l'on pourrait placer sur ce schéma. Typiquement, l'art contemporain, je prends une œuvre au hasard, pour l'exemple, c'est plutôt intentionnellement difficile à comprendre. C'est pas pour rien qu'on s'étripe dessus. Après, la sagesse qui en découle, si c'est trop difficile, ça risque de tomber juste vers le divertissement, tu vois juste les couleurs. Donc je le situerai plutôt en moyenne par ici. Et ça, on peut l'opposer à la peinture classique, que je situerai de base plutôt vers le facile et le beau. Le beau, c'est facile à comprendre, et puis dans ce genre d'œuvre, il y a toujours un message qui soit religieux ou philosophique. Et là, dans cette zone, difficile mais divertissant, je mettrai tout ce qui marche pas. Genre, typiquement les nanars. On va prendre Cobra pour l'exemple, c'est difficile à regarder et il n'y a pas de message. Voilà.
Maintenant qu'on y va plus clair, je vous propose de voir les choses sous un autre angle. D'où ça vient? Le terme de culture populaire n'est pas si récent que ça. Il est mentionné pour la première fois dans une allocution de John Heinrich Pestazzoli, éducateur et penseur suisse et pionnier de la pédagogie moderne. Et clairement, il l'utilise de manière péjorative. En gros, c'est pas de la culture. Et il faut se replacer dans le contexte du 19e siècle. C'est vers les années 1830 qu'une nouvelle littérature prend son essor avec l'arrivée du train. En effet, il y a un moment où il y a des milliers de personnes qui sont au même endroit, qui attendent, qui voyagent. C'est souvent des ouvriers peu éduqués et assez hermétiques à la grande littérature. Et ce qui va en découler, c'est une littérature plus courte, parfois en série, et qui capte rapidement l'attention. Donc clairement, sur le schéma, on est plutôt ici. C'est la naissance du roman de gare, diffusé quotidiennement et en grand nombre. Le business model, c'est celui de la presse, on les trouve dans des kiosques. Clairement, on va sacrifier la qualité sur la quantité. Il y a plusieurs genres, il y a le penny dreadful en Angleterre, une littérature fantastique à un penny. En France, c'est surtout la littérature policière qui a du succès, avec le style le roman de la victime, on présente un crime avec un méchant très méchant et on suit le héros qui va venger la victime. Et souvenez-vous, on avait abordé ça dans la vidéo sur le cinéma français. En France, la culture populaire est plus centrée autour du feuilleton policier. Et justement, ça, cette littérature, c'est les séries de l'époque. Et c'est pas pour rien que pendant très longtemps en France, on appelait les séries télé des feuilletons. Ça vient de là. Et c'est dans ce contexte-là qu'apparaît le terme de culture populaire, et c'est clairement péjoratif. Ce n'est qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale qu'on aura des études sérieuses sur le phénomène de culture populaire. Mais pour comprendre vraiment la substance de la culture populaire, il faut remonter bien avant Pestazzoli, parce que lui, il a juste posé un mot sur quelque chose qui existait déjà. Techniquement, la culture populaire a toujours existé, puisque la culture dans le sens des us et coutumes, folklore et légendes, et même la religion avec un grand R, est techniquement de la culture populaire. Mais dans cette vidéo, on va plutôt parler des œuvres de la culture populaire, pour raccrocher au sens moderne de pop culture. Alors, avant la révolution industrielle, un livre, ça coûte cher, et avant l'invention de l'imprimerie, encore plus cher. Tiens, d'ailleurs, si l'on convertit en euros, à la louche, combien coûte un livre, selon vous, au Moyen-Âge? On va dire entre 1350 et 1400, donc avant l'invention de l'imprimerie. Vous avez une idée? Un manuscrit de la fin du XVe siècle, conversion faite, ça coûte environ 15 000 €. La conception, le matériel, la copie, voilà. Voici mes sources. Donc à l'époque, si vous écrivez un livre et qu'il a été copié en 6 ou 7 exemplaires, c'est déjà le bout du monde. La culture tourne dans un monde assez restreint, souvent de nobles et de très grands bourgeois, et pour la plupart, ce sont des commandes. Tiens, par exemple, Perceval ou le roman du Graal de Chrétien de Troyes, était écrit en 1190. C'est une commande pour Philippe d'Alsace. Et donc le but n'est pas de plaire à un large public, c'est de plaire à Philippe. Lui-même étant chevalier, parti en croisade, donc le but c'est d'écrire de manière à flatter son ego, en gros de lui dire « Oui, tu es aussi valeureux que Perceval ». Non, à côté de lui, je fais noble, je vous promets. Mais c'est avec l'invention de l'imprimerie que l'on commence à avoir une notion de public plus élargie. Et là je parle pour la littérature, mais pour la peinture et la musique, c'est pareil, ça se démocratise avec l'essor de la bourgeoisie, mais ça reste dans un cercle fermé. Cependant, à partir du XVIIe siècle se développe le théâtre et surtout le théâtre itinérant. Et ça, le théâtre, c'est la seule ouverture à la culture pour les bouseux, le peuple. Alors attention, ça reste très cher pour un roturier. Une place au théâtre, ça coûte environ un jour de gage. On va dire en gros un jour de salaire. Et ce sont des places debout en plus, sur le parterre. On y va essentiellement le dimanche. Et forcément, vous savez que toute œuvre correspond à son public. Et là, on a clairement deux publics très différents. On a l'élite, dans les loges, c'est-à-dire sur le balcon, assis, et en bas, debout, les roturiers, les paysans, bref, les bouseux. Il y a plusieurs types de théâtre qui se développent. Il y a le théâtre bouffon, plutôt des comédies inspirées de la commedia dell'arte, dont Molière est un très grand représentant, assez populaire, mais qui intéresse l'élite, et un théâtre tragique, plutôt inspiré du théâtre antique, type Corneille avec le Cid, très élitiste, mais qui intéresse le peuple. Et justement le Cid qui fut extrêmement critiqué par le milieu littéraire parisien, ce qui a donné lieu à ce que l'on appellera plus tard la querelle du Cid, parce que Corneille ne respectait pas les codes de la dramaturgie classique. En fait, Corneille a innové dans ses codes, dans le phrasé de ses personnages, le salaud. Si on se replace dans le contexte de l'époque, c'est parce que le Cid n'était pas une commande, comme Chrétien de Troyes, et que pour plaire à ces deux publics, il a essayé de faire quelque chose de nouveau.
c'est pas du théâtre antique, c'est pas de la bouffonnerie, c'est autre chose. Alors attention, attention, je ne dis absolument pas que c'est Corneille qui a inventé la culture populaire, c'est pas du tout ça. Je le prends juste en exemple de l'adaptation du théâtre au fait que ce dernier s'ouvre au peuple. Bon, vous imaginez bien que le fait que le bas peuple s'intéresse à la culture, alors qu'il n'a pas les codes littéraires de la noblesse et de la bourgeoisie, ça crée des tensions. Et je ne résiste pas à vous faire partager ce que dit Tocqueville à ce sujet. Alors Tocqueville, c'est bien plus tard, hein, c'est le 19e siècle. Il a beaucoup de casquettes, hein, on va dire que c'est un homme de lettres. Les théâtres des nations aristocratiques ont toujours été remplis de spectateurs qui n'appartenaient point à l'aristocratie. C'est au théâtre seulement que les classes supérieures se sont mêlées avec les moyennes et les inférieures, et qu'elles ont consenti, sinon à recevoir, l'avis de ces dernières, du moins à souffrir que celles-ci le donnassent. C'est au théâtre que les érudits et les lettrés ont toujours eu le plus de peine à faire prévaloir leur goût sur celui du peuple, et à se défendre d'être entraînés eux-mêmes par le sien. Le parterre y a souvent fait les lois aux loges. Alors si vous avez senti poindre une petite touche de mépris de classe, c'est normal. Pour Tocqueville, la culture, ça se trouve ici, sur mon schéma. Il faut des codes culturels pour comprendre une certaine sagesse. Et malgré tout, c'est une idée que l'on a encore, hein. Une œuvre qui est facile à aimer, facile à comprendre, serait donc peu complexe et donc peu sage. Vous vous souvenez peut-être quand Marlène Schiappa avait dit ça. Moi je pense que, comme dirait Spider-Man, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Bon déjà, c'est l'oncle Ben qui disait ça, mais bon, c'est pas grave. Pourquoi ça fait pas sérieux? C'est pas parce que c'est pas français, hein. Elle aurait cité du Shakespeare, ça aurait passé crème, hein. C'est parce que ça vient d'un grand divertissement. Et que l'on a tendance à penser que le plaisir réduit la nuance. En gros, on peut pas apprendre de quelque chose qui est facile. C'est pour ça que les œuvres qui évoquent des mondes fantastiques sont perçues, et j'insiste, perçues, comme pouvant moins nous apporter de réflexion que quelque chose qui parle de notre quotidien. Le drame social est souvent perçu comme une manière plus directe de réfléchir sur soi-même, alors que le fantastique et la science-fiction, ça se passe ailleurs. Lorsque l'on va voir par exemple un Marvel, le but est de nous produire le plus de plaisir. C'est pour ça qu'on a souvent la métaphore du manège ou du parc d'attractions. Hein. Lorsqu'on sort du cinéma, on fait « Waouh, c'était comme un ride !» ouais. Parce qu'on est plus sur le registre de l'émotion. Alors que parfois, il y a un sous-texte, il y a des métaphores, parfois subtiles, parfois non, mais peut-être aussi que c'est pas assez nuancé. Et c'est aussi pour ça que Scorsese et Coppola accusaient Marvel de ne pas être du cinéma. Parce que pour eux, le cinéma, c'est des auteurs qui transmettent des messages. Et pas des producteurs qui calculent à quel moment tu vas faire la vanne pour que Madame Michu achète la peluche. Voilà. Maintenant, voyons les choses sous encore un autre angle. Dans un monde dans lequel une œuvre est une marchandise, depuis la révolution industrielle, elle se doit de suivre les lois de l'offre et de la demande. C'est-à-dire d'être dans la compréhension de ce qu'attend le consommateur. Au cours de la première moitié du XXe siècle, il s'est créé en Occident, surtout aux États-Unis, un système culturel complexe comprenant à la fois une notion purement économique, offre, demande, production, diffusion, consommation, et une notion purement artistique, philosophique, sociologique. Et ça, ces deux notions, elles sont en conflit. La culture de masse, c'est donc à la fois la production au sens industriel et la création au sens artistique. Et ce qui illustre parfaitement ce conflit, c'est les relations souvent très difficiles entre le réalisateur qui veut mettre en scène son idée et le producteur qui veut que ça plaise au public, avec les recuts de la production, puis derrière les director's cut, etc. Et on peut étendre ça dans tous les arts, hein, que ce soit entre l'écrivain et l'éditeur, entre le codeur et la boîte de jeu, aussi, bref, tout ce qui est industrialisable. Cette vidéo s'achève ici, j'espère que ça vous a plu. C'est un thème qui est tellement grand que j'ai vraiment fait un tout petit résumé de ce que j'aurais aimé pouvoir expliquer parce que j'ai pas envie de faire des vidéos de 3 heures. Mais en tout cas, ça va sûrement être un fil rouge de ma chaîne, hein, parce que ma chaîne est plutôt sur la culture populaire, donc certainement vous retrouverez des vidéos un petit peu dans ce style-là plus tard. En tout cas, si ça vous a plu, mettez un pouce en l'air, parce que moi ça me fait très plaisir. N'hésitez pas à faire un petit commentaire, parce que ma chaîne vient de commencer, donc j'ai largement le temps de répondre à tous les commentaires. Et peut-être que ce sera éternellement comme ça. En tout cas, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, et n'oubliez pas de rester ouvert aux univers.